Bon ben, long comme c'est, je pense qu'on va commencer tout de suite, hein? Yo les boys et girls, c'est Chibal. Pour le début du chapitre 3, la première partie sur 4 de la chapitre 3 de Confession d'un masque. Et évidemment, ben, le truc dure plus de 120 pages. Donc je me suis dit que ce serait peut-être mieux que je sépare ça en 4. Donc aujourd'hui, c'est 121 à 151. Demain, 152 à 182. Dimanche, 183 à 214. Et lundi, 215 à 247. Bon, je dis ça, mais en vrai, si on regarde un peu, si vous avez le roman entre vos mains, pour 151, on va pas exactement tout lire. Il y a 2 lignes qu'on va lire la semaine prochaine pour pas finir en plein milieu d'une phrase un peu étrange. Pour le chapitre 2 qui finit à la page 82, enfin pour là, on va lire, là c'est l'inverse, on va lire une ligne et quelques de plus pour pas finir en queue de poisson. Et 214, même principe. Il y a une ligne qu'on va pas lire, mais on va la lire après. Mais vous inquiétez pas, tout va être lu. Hein. C'est juste que la séparation est pas exactement parfaite. Mais voilà. Au final, on va quand même tout le lire. Et c'est ce qui compte. Chapitre 3. On s'était fini sur... Je lis la dernière phrase, bien sûr. Comme si, au lieu de comprendre que ce qui me laissait, c'était évidemment, pour une bonne part, la vie réelle, je persistais à croire que j'étais lassé de mes rêves. La vie me pressait de prendre le départ. Ma vie, même si par extraordinaire, ce n'était pas la mienne, le temps était venu pour moi de me mettre en route pour aller de l'avant d'un pas lourd. Chapitre 3. Tout le monde dit que la vie humaine est comparable à une représentation théâtrale. Mais je ne suis pas sûr que beaucoup de gens aient été comme moi obsédés sans cesse dès le début de leur adolescence par cette conviction. C'était déjà en effet une ferme conviction de ma part, et comme elle s'accompagnait d'un manque d'expérience ô combien naïf, j'avais beau dans quelques coins de mon esprit douter du fait que les autres prenaient le même départ que moi dans la vie. Je restais presque persuadé, néanmoins, qu'ils démarraient tous de la même manière. Mon optimisme me portait à croire que le rideau retomberait quand j'aurais joué mon rôle jusqu'au bout. L'hypothèse selon laquelle j'allais mourir prématurément venait appuyer cette croyance. Mais au fil du temps, cet optimisme, ou plutôt cette vision chimérique, allait finir par m'attirer les foudres implacables de la vengeance. Si vous voulez savoir, prématurément, Mishima est mort dans la quarantaine, je crois. Donc, en fait, il est mort en 1970 et il est né en 1925. Donc, 25, 35, 45, 55, 65. Donc, il est mort à 45 ans. Donc, c'est prématurément, mais sûrement pas autant qu'il pensait. Pour mieux me faire comprendre, je dois ajouter une chose. Ce dont je me propose de parler ici n'a rien à voir avec la conscience de soi. Je m'en tiendrai à la question de la sexualité sans aller au-delà pour le moment. Le fait d'être un cancre relève sans doute d'une disposition innée, mais pour ma part, désireux comme tous un chacun de passer dans les classes supérieures, j'avais trouvé un moyen de fortune pour arriver à mes fins. Sans comprendre le sujet de l'épreuve, je copiais discrètement pendant les examens. Sur le devoir d'un de mes camarades, puis, l'air innocent, j'allais remettre ma copie au professeur. Cette méthode qui requiert bien moins d'artifice, mais beaucoup plus de toupet, que la véritable tricherie, permet parfois de récolter, en apparence du moins, un certain succès. On accède à la classe supérieure, les connaissances assimilées durant l'année précédente sont censées permettre de progresser régulièrement, mais on est le seul à n'y rien comprendre. On peut bien écouter le cours, rien n'y fait. On n'a plus alors le choix qu'entre 2 voies. La première, c'est de mal tourner. La seconde, d'affecter désespérément de tout savoir. La décision de s'engager dans l'une ou dans l'autre dépend de la somme de faiblesse et de courage dont on dispose. Bref, où l'on choisisse de se diriger. Cela exige une dose égale de courage et de faiblesse. Et dans un cas comme dans l'autre, on a besoin aussi d'une sorte d'aspiration durable, de nature poétique à la paresse. Un jour, je m'étais joint à un groupe qui déambulait à l'extérieur de l'enceinte de notre école. En faisant des gorges chaudes sur l'un de nos camarades absents, tombé amoureux, semblait-il, de la receveuse de bus qu'il empruntait pour venir au cours. Bientôt, ces potins firent place à une discussion plus générale sur le thème.
Qu'est-ce qui peut bien être si séduisant chez les employés des transports publics? D'un ton délibérément froid, je lançais. C'est l'uniforme, bien sûr, parce qu'il leur colle au corps. Il va sans dire que jamais au grand jamais, je n'avais ressenti cette sorte d'attirance physique pour les receveuses de bus. C'est la conscience d'une analogie, une pure analogie, étayée par le désir bien de mon âge de parader en exposant des vues de libertins, blasés sur des choses de la vie qui m'avaient poussé à prononcer ces mots. Or, ceux-ci donnèrent lieu à des réactions disproportionnées. Le groupe se composait de forts en thème, à la conduite irréprochable, bref, des modérés en tout. Leurs commentaires furent unanimes. J'en reviens pas. Dis donc, toi, t'en connais un bout? Faut avoir une sacrée expérience pour faire mouche comme ça. Alors, toi, mon vieux, t'es vraiment impressionnant. Face à ces appréciations aussi naïves qu'enflammées, je pensais que j'avais quelque peu dépassé les bornes. Pour dire la même chose, j'aurais dû trouver une formulation sobre, un peu moins malsonnante, qui m'aurait sans doute permis de me montrer sous un jour plus profond. Et faisant un retour sur moi-même, j'en conclus qu'à l'avenir, je devrais mieux mesurer mes propos. Quand un adolescent de 14 ou 15 ans dispose de facultés d'analyse bien au-dessus de son âge, il commet souvent l'erreur de penser qu'à force de cultiver une maturité intellectuelle supérieure à la moyenne, il serait capable de manipuler son être conscient. Sans quoi il se trompe. C'était tout simplement mes angoisses, mes incertitudes, qui exigeaient beaucoup plus prématurément que chez quiconque un contrôle de ma conscience. Chez moi, celle-ci n'était qu'un outil détraqué, et de même, ma façon de la manier se réduisait à une série de tâtonnements effectués au petit bonheur de la chance. Stefan Zweig définit le démon comme l'inquiétude, Unruhe. Unruhe en allemand, c'est écrit en allemand dans le texte de base. Primordial, l'enquête. Je recommençais la phrase. Stefan Zweig définit le démon comme l'inquiétude primordiale et inhérente à tout être humain qui le fait sortir de lui-même et se jeter dans l'infini. C'est comme si la nature avait laissé au fond de nos âmes un peu de son ancien chaos dont nous ne pouvons nous défaire et qui tend passionnément à retourner dans le supra-humain et le surnaturel. Donc, c'est dans un livre qui s'appelle Le combat avec le démon. C'est l'intro d'un livre qui s'appelle Le combat avec le démon. C'est l'introduction, traduite par Alzir Ella et Olivier Bournac. Genre d'infos qu'on a absolument besoin. Il est donc normal que là où la conscience a pour seule efficacité d'expliquer les choses, la plupart des gens n'éprouvent pas le besoin de recourir à elle. Petite info, les 4 parties, vu comment il y a le nombre de pages, vite de même, je ne sais pas, mais il y en a 2 parties qui vont avoir 32 pages et 2 qui vont avoir 31. Je pense que les 2 premières ont 31 et les 2 dernières ont 32. Peu importe. On reste dans le 30. Tout le temps entre 31 et 39, pour peu importe les chapitres, peu importe les parties. Personnellement, alors que je ne ressentais aucune attirance physique pour les receveuses de bus, c'est ma façon d'établir des analogies, ainsi que le manque de mesures évoquées plus tôt, qui m'avait poussé à prononcer tout à fait délibérément des mots qui, surprenant mes camarades, les avaient fait rougir de honte, allant jusqu'à provoquer en eux, par ce pouvoir de suggestion auquel les adolescents sont si réceptifs, une vague excitation sexuelle. Et devant ces réactions, un sentiment de supériorité empreint de malveillance naquit soudain inévitablement en moi. Or, les choses n'en restèrent pas là. Bientôt, ce fut à mon tour d'être trompé, quand le sentiment en question s'était fait jour de façon retorse. Voilà par quel cheminement. Pour une part, mon sentiment de supériorité allait se transformer en suffisance, celle-ci tournant elle-même à enivrement de me croire plus évolué que le reste des hommes. Puis, lorsque j'en vins à sortir assez vite de cette ivresse sans me rendre compte qu'une autre part de moi n'était pas encore dégrisée, j'avais déjà succombé à l'erreur de tout calculer à l'aide d'une conscience prétendument lucide. Cet enivrement de me croire plus évolué s'atténua jusqu'à faire place à la modestie de me dire « Mais non, moi aussi je suis un être comme les autres. » Erreur d'estimation m'emmenant cette fois, plus précisément, à penser que j'étais un être comme les autres sur tous les plans. Ce déroulement, c'est donc la part encore enivrée de moi-même qui le rendait possible et le soutenait. Et me poussant même à la conclusion présomptueuse que tout le monde était comme ça, sous l'action puissante d'une
conscience réduite à l'état d'outil détraqué. Bref, c'est ainsi que j'arrivais à parfaire mon entreprise d'autosuggestion. Autosuggestion irrationnelle, stupide, factice, dont je savais pertinemment, même moi, qu'elle était une imposture et qui en vint dès cette époque à occuper au moins les 9/10 de ma vie. Y a-t-il au monde un être aussi poreux que moi au phénomène d'emprise? On peut se le demander. Or, pour ceux qui lisent ces lignes, l'évidence s'impose sans doute. J'avais été capable de tenir des propos quelque peu lestes sur les receveuses d'autobus pour une raison bien simple, la seule à m'avoir échappé. Cette raison absolument limpide, c'était qu'en matière de femmes, je ne possédais pas cette pudeur innée chez les autres adolescents. Pour éviter que l'on ne m'accuse d'analyser avec mon jugement d'aujourd'hui celui que j'étais alors, je citerai ici le passage d'un texte que j'écrivis à l'âge de 15 ans. Ryotaro, sans la moindre hésitation, alla se mêler à ce groupe de camarades encore inconnus. Il croyait qu'en se comportant avec une certaine gaieté ou en l'exagérant un peu, il serait capable de reformuler sa mélancolie, sa lassitude sans cesse, sans cause. La crédulité qui forme le meilleur de la foi l'avait placé dans un état d'immobilité incandescente, qui le portait tout en participant à des plaisanteries ou à des jeux puérils à penser sans cesse. En ce moment, je n'ai pas le cafard, je ne m'ennuie pas. C'est ce qu'il l'appelait oublier ses chagrins. Tout autour de lui, les gens sont constamment tourmentés par le doute. Suis-je vraiment heureux? Est-ce cela la gaieté? De même que le doute est la chose la plus indiscutable au monde, de même constitue-t-elle l'état légitime du bonheur. Or, Ryotaro, en décrétant qu'il est quelqu'un de gai, est le seul à s'être pénétré de cette conviction. Avec de tels arrangements, le cœur des autres incline à croire à sa prétendue gaieté indubitable. Mais tout ce qui est, même vaguement, de l'ordre de la vérité finit claquemuré dans la machine du mensonge. Et la machine se met en branle avec puissance. De telle façon que les gens ne s'aperçoivent même pas que Ryotaro se retrouve à présent dans la chambre de sa propre imposture. Un si beau vocabulaire pour quelqu'un qui avait 15 ans. Bon, dis-moi, les gens de 15 ans en 1940, c'était peut-être autre chose, mais bon. Et la machine se met en branle avec puissance. La machine avait-elle fonctionné avec puissance dans mon cas? Le défaut de l'adolescence, c'est de croire que le démon peut se sentir comblé quand on fait de lui un héros. Donc, que je le veuille ou non, l'heure était venue de m'embarquer pour la vie. Les connaissances préalables à ce périple se composaient, en gros, des nombreux romans que j'avais lus, de petits guides de la sexualité, des ouvrages pornographiques qui circulaient parmi les élèves et des histoires ingénument grivoises que mes camarades racontaient à l'envi chaque soir durant les périodes de préparation militaire. Mais plus que tout cela, une curiosité dévorante allait être ma fidèle compagne de voyage. Enfin, pour me lancer dans l'aventure, j'estimais que rien ne valait ma détermination à être une machine à mensonges. En étudiant de très près de nombreux romans, j'avais cherché à savoir comment les garçons de mon âge envisageaient la vie, comment chacun d'eux se parlait à lui-même. Je ne connaissais pas l'internat, n'avais jamais été membre d'un club sportif de mon école, composé en majorité de petits poseurs qui, une fois passé l'époque où ils jouaient innocemment au jeu du vilain, n'abordaient que rarement des sujets vulgaires. Et pour couronner le tout, j'étais atrocement timide, toutes circonstances qui m'empêchaient de percer à jour le vrai visage de chacun de mes camarades, et m'obligeait donc à partir de principes généraux pour en déduire ce que devait éprouver un garçon de mon âge quand il était seul. Avec la curiosité dévorante dont je viens de parler, il me semblait que les années de puberté, qui constituaient notre point commun à tous, nous étaient tombées dessus comme une maladie. Quand ils arrivaient à cet âge, les adolescents n'avaient rien de mieux à faire apparemment que de penser outre mesure aux femmes, se couvrir d'acné, s'enflammer en permanence et écrire des poèmes sirupeux, en juger par certains rapports sur la sexualité qui exposaient en long et en large les méfaits de la masturbation, tandis que d'autres, au contraire, conseillaient de se tranquilliser, car celle-ci n'était pas vraiment nocive. Je me doutais que les autres garçons, dès le début de la puberté, s'étaient eux aussi adonnés avec enthousiasme à cette habitude. Bref, sur ce point, j'étais absolument pareil à eux. Or, j'avais beau être pareil avec ma propension à me duper, je fermais les yeux sur une différence évidente quant à l'objet qui, dans mon esprit, stimulait mes mauvaises habitudes. Pour commencer, les autres garçons semblaient éprouver une excitation extraordinaire à la simple vue de l'idéogramme Onna. Onna, c'est la femme.
Il suffisait que celui-ci leur traverse l'esprit pour qu'ils deviennent aussitôt écarlates. Ah oui, mais je sais, je connais, regarde, je sais pas si vous le voyez ici. Donc ça, c'est comment ça s'appelle? Le kanji. Ça, c'est le kanji onna, qui signifie la femme. C'est un des seuls kanji que je me souviens. À part peut-être sur hashi, les pieds, et les chiffres. Mais ça, je peux vous le dire, c'est onna et c'est bien la femme. Il suffisait que celui-ci leur traverse l'esprit pour qu'ils deviennent aussitôt écarlates. Or, de mon côté, ce n'était pas plus chargé de sensualité que des termes comme crayon, automobile ou balai. Une telle incapacité à associer les idées se manifestait parfois quand je bavardais avec des amis. Ça avait été le cas lors de la conversation à propos de la mère de Katakura. Il me faisait passer pour un hurluberlu. Mes camarades, voyant en moi un poète, acceptaient ce travers. Pour ma part, je n'avais pas du tout envie qu'on me considère ainsi, car la race des poètes, à ce qu'il paraît, est destinée à être plaquée par les femmes. Mais afin d'harmoniser mes propos avec ceux de mes amis, je m'exerçais à peaufiner mes associations d'idées. Cependant, j'ignorais bien des choses. D'abord qu'il existait une différence très nette entre eux et moi, non seulement dans ce qu'ils ressentaient, mais dans une autre manifestation. Mais même si elle n'était pas visible de l'extérieur, bref, dès qu'ils voyaient une photo de femme nue, ils avaient une érection. J'étais le seul à qui ça n'arrivait pas. Ensuite, ce qui dans mon cas provoquait cette même érection, par un choix étrangement strict qui, dès le début, correspondait aux caractéristiques de l'amour homosexuel, par exemple la statue d'un éphèbe nu dans le style ionien, n'avait pas le pouvoir de les mettre dans le même état d'excitation. Si j'ai décrit par le menu, dans le chapitre précédent, une série de scènes où il est question d'érectio pénis, pénis en érection, bon, franchement, les trucs en latin dans ce livre-là sont pas trop difficiles à comprendre. Hein. Je pense que même si tu connais pas le latin, tu es quand même capable de déduire que érectio pénis, c'est assez clair. Hein? C'est érectio pénis, mais voilà. Ça. C'est qu'elles sont en lien avec ce que je viens d'écrire. En effet, ma façon de me duper était encouragée par mon ignorance en ce domaine. Dans la littérature romanesque, les scènes de baiser ne faisaient jamais allusion au phénomène de l'érection. Chose bien naturelle, car il ne s'agit pas d'un sujet digne de figurer dans un roman. Mais même les ouvrages sur la sexualité omettaient de signaler qu'un simple baiser suffit à déclencher ce phénomène. D'après ce que j'avais compris, l'érection ne se produisait que dans deux cas, soit comme prélude à une relation sexuelle, soit lorsque l'on fantasmait sur un tel acte. Ben moi, c'est un type d'acte, mais c'est pas le même. D'ailleurs, je croyais que même si je n'éprouvais aucun désir, soudainement, comme sous le coup d'une inspiration tombée du ciel, je me trouvais moi aussi dans cet état. Cependant, tout au fond de moi, une petite voix continuait à me chuchoter. Non, tu es le seul à qui ça n'arrivera pas. Ce qui se manifestait par toutes les angoisses possibles et imaginables. Or, quand je m'adonnais à ces mauvaises habitudes, avais-je ne serait-ce qu'une seule fois imaginé une partie du corps féminin? Non, bien sûr. Même pas à titre d'essai. Je ne faisais pas ce genre de choses. Je ne le faisais pas car j'étais persuadé que cette abstention tenait tout simplement à ma paresse. Dans le fond, j'étais totalement ignorant du fait que chaque nuit dans les autres adolescents faisaient des rêves, tous les autres adolescents faisaient des rêves où défilaient l'une après l'autre complètement nues les femmes qu'ils avaient entreaperçues la veille au coin d'une rue. Et que dans ces rêves, des saintes femmes émergeaient souvent de leur inconscient à la manière de belles méduses venant flotter à la surface de l'océan la nuit. Et que la zone sacrée du corps féminin ouvrait ses lèvres humides pour chanter des dizaines, des centaines, des milliers de fois sans jamais se lasser le chant des sirènes. Était-ce par paresse? Vraiment par paresse? Telle est la question que je me posais. L'application avec laquelle j'examinais ma vie venait entièrement de là. Cette application qui me servait à plaider la cause de ma paresse faisait finalement fonction de barrière de sécurité, afin qu'en gardant ma paresse en l'état, les choses se résolvent d'elles-mêmes. Tout d'abord, l'idée me vint de classer dans l'ordre toute ma collection de vieux souvenirs relatifs aux femmes. En dépit de mes efforts, la récolte fut bien maigre. Voilà ce qui m'arriva vers l'âge de 13 ou 14 ans. Le jour où mon père partit prendre son nouveau poste à Osaka, nous étions allés l'accompagner à la gare et au retour, quelques-uns de nos proches revinrent à la maison avec ma mère, mon frère, ma soeur et moi pour y passer quelques heures. Parmi tout ce monde, il y avait Sumiko,
l'une de mes cousines au second degré. Encore célibataire, elle était âgée d'une vingtaine d'années. Ses dents de devant étaient légèrement proéminentes. Très belle, d'une extrême blancheur, elle brillait d'un vif éclat dès que la jeune fille souriait, au point qu'on pouvait se demander si elle ne faisait pas exprès de sourire précisément pour les mettre en valeur. Et dans ces moments-là, ce léger défaut ajoutait à ses traits un charme indicible. Sa dentition inégale était comme une goutte d'aromate versée dans la douceur et la beauté de son visage, pour en accentuer l'harmonie, pour en relever la saveur. Si le terme amour ne s'applique pas à mes sentiments d'alors, du moins avais-je du goût pour cette cousine. Depuis mon enfance, je me plaisais à la contempler de loin. Tandis qu'elle brodait quelques ouvrages, il m'arrivait de rester près d'elle pendant près d'une heure sans rien faire, l'esprit dans le vague. Mes tantes étaient parties dans la pièce au bout du fond. Nous nous retrouvâmes toutes les deux assis l'un à côté de l'autre en silence dans le salon. Le brouhaha de la gare, qui nous avait laminé la tête, n'était pas encore dissipé. Sans savoir pourquoi, je m'étais épuisé à un point incroyable. « Ah, je suis fatigué, » dit Sumiko, avec un petit bâillement, puis cachant sa bouche de ses doigts blancs, elle se tapota 2 ou 3 fois les lèvres d'un geste languissant, comme pour conjurer le mauvais sort, un truc genre. « Et toi, Ko-chan, tu n'es pas fatigué? » Je ne sais pas ce qui lui prit, mais soudainement Sumiko se couvrit le visage des 2 manches de son kimono et laissa retomber lourdement sa tête sur mes cuisses. Puis elle se décala avec lenteur et, tournant la tête vers le haut, resta un long moment immobile. Mon pantalon d'uniforme lui servait d'oreiller. Je frissonnais de cet honneur. L'odeur de son parfum et de sa poudre me déconcertait, de même que ses yeux limpides et las, qu'elle gardait grands ouverts, et son profil qui ne bougeait pas. Et ce fut tout. Pourtant, je n'avais jamais oublié la sensation de ce poids fastueux qui pesait un instant sur mes cuisses. Une sensation qui n'avait rien de voluptueux, qui n'était que joie, une joie d'un luxe inouï, face à ce poids qui m'évoquait le prestige d'une déclaration. Lors de mes trajets entre la maison et l'école, je voyais souvent dans le bus une jeune fille qui semblait anémique. Son expression de froideur éveillait mon intérêt. Elle regardait toujours par la vitre d'un air de profond ennui, comme si elle était lassée de tout, et je remarquai alors ses lèvres crispées et une légère moue. Les jours où elle n'était pas là, il me manquait vaguement quelque chose, et peu à peu, j'en vins à languir après elle chaque fois que je prenais le bus. Était-ce donc cela, l'amour? Je ne comprenais rien à rien. J'étais décidément incapable de concevoir le lien qui pouvait exister entre l'amour et le désir sexuel. La fascination diabolique qu'Omi avait exercée sur moi, jamais je n'aurais pensé qu'à l'époque, à l'expliciter par le terme d'amour. Et tandis que je me demandais si le vague sentiment éprouvé par cette jeune fille aperçue dans le bus pouvait être de l'amour. Simultanément, je me sentais attiré par le jeune chauffeur du véhicule, un garçon à l'allure frustre, aux cheveux gominés. Mon ignorance ne m'incitait pas à élucider une telle contradiction. Il y avait dans ma façon de fixer des yeux le profil de ce jeune conducteur quelque chose d'inéluctable, d'étouffant, de douloureux, d'oppressant, alors que les regards furtifs lancés à la jeune fille anémique étaient plutôt étudiés, artificiels et vite lassés. Et comme j'ignorais ce qui pouvait lier ces 2 regards, ils cohabitaient tranquillement en moi et coexistaient sans contrainte. Pour un garçon de mon âge, je semblais singulièrement manquer de pureté morale. En d'autres termes, je n'avais pas l'air doué pour les choses de l'esprit, ce qui pouvait s'expliquer par une curiosité insatiable qui ne me prédisposait guère à m'intéresser à la moralité. Mais en fait, ces curiosités s'apparentaient à l'attirance désespérée qu'exerce le monde extérieur sur un homme atteint d'une longue maladie, et par certains côtés, elle était inextricablement liée à la conviction de l'impossible. Conviction et désespoir, tous 2 à demi inconscients, exaspéraient tant mes désirs que je les prenais à tort pour l'absence même du désir. Malgré mon jeune âge, je ne savais pas cultiver en mon fort intérieur le concept précis d'amour platonique. Donc, en anglais, platonique est en syllabaire, donc il est écrit tel quel, presque, dans le texte original. Était-ce un malheur? Je me demande ce que pouvaient bien signifier pour moi les malheurs ordinaires. La confuse angoisse que j'éprouvais face à la sensualité avait presque fait du désir charnel ma seule idée fixe. Cette curiosité purement cérébrale n'était pas loin de se confondre avec la soif de connaissance. Je m'exerçais à ancrer en moi l'idée que c'était justement cela, le désir charnel. Et j'avais même acquis une telle maîtrise dans l'art de me leurrer que je finis par me croire l'âme d'un véritable débauché.
Fort de cette idée, je me donnais des allures de dandy et d'homme qui connaît la vie. Et je pris l'air blasé de celui qui est complètement dégoûté des femmes. Ainsi, mon obsession se porta d'abord sur le baiser. Mais pour moi, cet acte qu'est le baiser représentait uniquement une notion floue dans laquelle mon esprit cherchait à s'abriter. C'est du moins ce que je puis en dire aujourd'hui. Or, comme à l'époque, je confondais ce besoin d'embrasser avec le désir charnel dans sa totalité, je passais mon temps à travestir mes sentiments de toutes les manières possibles. Et la culpabilité inconsciente née de ce besoin de déguiser ma véritable nature, attisant en moi le besoin d'interpréter en permanence des rôles conscients. Mes réflexions faites, l'homme est-il capable de trahir aussi parfaitement son profond être? Ne serait-ce qu'un instant? À moins de voir les choses ainsi, comment expliquer ce mystérieux mécanisme du cœur qui pousse à désirer ce qu'on ne désire pas? Admettons que je me trouvais alors aux antipodes de l'homme moral, celui qui s'abstient de succomber à ses pulsions. Cela signifie-t-il pour autant que mon cœur nourrissait les désirs les plus immoraux? Et d'ailleurs, ces désirs n'étaient-ils pas un peu trop attendrissants? En me mentant complètement à moi-même, n'étais-je pas finalement dans le moindre de mes actes esclave des conventions? Disséquer tous ces points allait devenir par la suite un devoir dont je ne pourrais plus me dispenser. Avec le début de la guerre, un vent de stoïcisme hypocrite balaya le pays tout entier. Stoïcisme qui est un syllabaire en version originale. Les établissements scolaires n'y échappèrent pas. Pendant nos années de collège, nous avions caressé l'espoir de nous laisser pousser les cheveux. En passant dans les classes supérieures, mais une fois entré au lycée, rien n'annonçait que cet espoir pût se réaliser de sitôt. La mode des chaussettes de couleur vive faisait désormais partie, elle aussi, du passé. Les heures d'instruction militaire avaient augmenté de façon aberrante et toutes sortes de réformes stupides furent instituées. Cependant, il régnait depuis longtemps dans l'établissement que je fréquentais un formalisme de surface ingénieusement cultivé, et nous pouvions donc poursuivre notre vie scolaire sans nous sentir particulièrement bridés. Le colonel affecté à l'école était un homme à l'esprit ouvert, et même le sous-officier N, que nous avions surnommé le chef Zou, car ils essayaient, ainsi que ses collègues, M. Beta et M. Moufle de Lion, à cause de son nez épaté, avaient assimilé l'esprit de l'école et savaient bien s'y prendre avec nous. Quant au directeur, un amiral à la retraite au caractère efféminé, il avait l'art de se maintenir en place avec l'appui du ministère de la Maison impériale, en adoptant en tout des principes indolents, louvoyants et inoffensifs. Entre-temps, j'avais appris à boire et à fumer, ou plutôt à faire semblant de boire et de fumer. La guerre nous enseignait une façon de grandir bizarrement sentimentale. Nous pensions tous que le fil de notre vie serait tranché net vers l'âge de 20 ans. Nous n'en visions jamais ce qui pourrait venir après. L'existence nous semblait quelque chose d'étrangement léger. Cette vie, limitée à quelques 20 années, était en tout point comparable à un lac d'eau saumâtre, à la surface duquel il devient de plus en plus facile de flotter à mesure que la salinité augmente. Puisque les rideaux n'allaient pas tarder à tomber, j'aurais dû mettre plus de zèle à interpréter les scènes de mon théâtre masqué, dont j'étais le seul spectateur. Mais j'avais beau me dire, c'est demain à coup sûr que j'entreprendrai le voyage de ma vie. Je ne cessais de différer d'un jour et d'un jour encore, tandis que les années passaient sans qu'apparaissent les moindres prémices du départ. Cette époque fut peut-être pour moi l'unique période de félicité de mon existence. Si je ressentais de l'angoisse, elle était très vague. J'avais encore des espoirs, des lendemains. Je me les imaginais toujours sous des ciels inconnus et bleus. Visions de voyage, rêveries d'aventure, images de l'homme fait que je deviens sans doute un jour portrait de ma jeune et belle épouse que je n'avais pas encore rencontrée, attente de ma renommée future. Tout cela étant pareil au guide de voyage, à la serviette de toilette, à la brosse à dents, aux chemises et aux chaussettes de rechange, aux cravates et aux savons soigneusement rangés dans une valise en prévision du départ, dans une période où la guerre elle-même me procurait une joie d'enfant. Autrefois, j'avais vraiment cru que frappé par des balles, moi, je n'aurais pas mal. Et à présent encore, cette rêverie débridée ne s'était nullement atténuée. Même la pensée de ma propre mort me faisait frémir d'une joie mystérieuse. J'avais l'impression de tout posséder. Et ça devait être vrai. Car nous ne possédons jamais aussi parfaitement le voyage dans ses moindres détours qu'au moment où nous nous affairons à le préparer. Ensuite, il ne reste plus qu'à détruire ce bien. C'est d'ailleurs ce qui en fait la totale inanité. Bientôt, mon obsession du baiser se fixa précisément sur une paire de lèvres,
Mais n'étais-je pas mu par une unique motivation, me faire croire qu'il y avait là de quoi marquer mes rêveries du sceau de l'authenticité? Je l'ai déjà souligné, je ne ressentais ni attirance ni émotion d'aucune sorte pour les lèvres des femmes, et pourtant je m'efforçais désespérément de croire que je les désirais. Bref, je confondais ce désir absurde avec le désir véritable. Je prenais à tort le désir impossible et violent de ne pas être moi pour celui d'ordre sexuel qui tyrannise tout homme précisément parce qu'il est homme. À cette époque, j'ai fréquenté un garçon avec qui j'étais très lié, alors même que nous n'avions absolument rien à nous dire. Ce condisciple frivole, un certain Nukada, m'avait choisi pour résoudre la foule de questions que lui posaient les rudiments de la langue allemande, car il voyait en moi, semble-t-il, un camarade assez malléable avec lequel il n'y a pas lieu de se gêner. Ayant tendance à m'enthousiasmer pour tout et n'importe quoi, du moins dans les débuts, j'avais la réputation de bien réussir en allemand de niveau élémentaire. On m'avait donc collé sur le front l'étiquette d'excellent élève, qui aurait mieux convenu à un séminariste, et Nukada devait avoir perçu intuitivement à quel point je détestais au fond de moi cette étiquette, même si je n'en voyais pas d'autre susceptible de garantir ma sécurité. Et combien au contraire j'aspirais à avoir mauvaise réputation. Il y avait dans l'amitié de ce garçon à mon égard quelque chose qui titillait mes points faibles. En effet, à cause d'une certaine dose de jalousie de leur part, Nukada était mal vu des élèves les plus puritains, et grâce à lui, je pouvais récolter de lointains échos de l'univers des femmes comparables aux informations transmises du monde des esprits par le truchement d'un médium. Omi avait été le premier à tenir indiscrètement ce rôle entre les femmes et moi. Mais durant mes années de collège, comme j'étais encore moi-même, il me suffisait de compter ses particularités de médium au nombre des attributs de sa beauté. Or, Nukada, en jouant le même rôle, se forgea pour ma curiosité un cadre supranaturel, peut-être en partie du moins parce qu'il n'était pas beau du tout. La paire de lèvres que je viens d'évoquer était celle de sa sœur aînée, qui fit son apparition un jour où j'étais allé rendre visite à mon ami. Cette belle jeune femme de 23 ans me traita tout bonnement comme un enfant. À force de voir les hommes qui gravitaient autour d'elle, je finis par comprendre que je ne possédais aucun des traits propres à séduire les femmes. Par conséquent, je ne pourrais jamais devenir Omi, ce qui, après mûre réflexion, m'obligea à admettre que ce désir de m'identifier à lui n'avait été rien d'autre, en fait, que le signe de l'amour que je lui portais. Néanmoins, je continuais de me croire amoureux de la sœur de Nukada. Et comme le faisaient tous les lycéens encore innocents du même âge, je rôdais autour de sa maison, m'éternisais dans la librairie proche de chez elle, attendais l'occasion de l'intercepter si elle venait à passer, serrais un coussin entre mon cœur pour imaginer la sensation éprouvée quand on étreint une femme, m'essayais à dessiner une multitude de croquis de ses lèvres, et me perdais en soliloque, comme si je n'avais plus toute ma tête. À quoi tout cela rimait-il? Ces efforts artificiels provoquaient en moi une lassitude anormale, une sorte d'engourdissement. J'essayais sans cesse de me persuader que j'étais amoureux de cette jeune femme, mais la part sincère de mon cœur, fort consciente du manque de naturel de mes tentatives, y résistait par une fatigue malveillante. Je sentais qu'il y avait dans cet épuisement nerveux un poison effrayant. Entre deux efforts, j'étais parfois assailli par une sensation de vide paralysant. Et pour y échapper, je me lançais de nouveau, sans vergogne, dans des rêveries bien différentes. Je retrouvais aussitôt ma vivacité, je revenais moi-même, et j'embrassais même devant de bizarres images mentales. En outre, ces flammes prenaient une forme plus stylisée, demeuraient dans mon esprit jusqu'à ce que j'en donne, après coup, une interprétation faussée, en les attribuant à la passion que m'inspirait cette jeune femme. Ainsi, une fois de plus, je m'abusais moi-même. À ceux qui me reprochaient le caractère trop cérébral, trop abstrait de ce que j'ai relaté jusqu'ici, je puis seulement répondre que je ne me soucie guère de dépeindre par le menu le portrait d'un adolescent normal, ou certaines scènes qui, vues de l'extérieur, n'ont absolument rien d'extraordinaire. À l'exception des parties honteuses de mes pensées, mon adolescence, et ce jusque dans ses mouvements les plus intimes, se déroulait exactement comme celle des autres garçons. J'étais donc en tout point semblable à eux. Qu'on imagine un lycéen à la curiosité moyenne, à l'envie de vivre tout aussi moyenne, relativement bon élève, âgé d'à peine 20 ans, d'une timidité maladive, peut-être à trop se livrer à l'introspection, qui rougissait pour un rien, n'avait pas assez confiance en son physique pour devenir la coqueluche des filles, et par la force des choses ne se cramponnait qu'à ses livres.
Qu'on imagine aussi de quelle manière ce garçon pouvait soupirer après les femmes, de quelle manière il languissait d'amour, de manière dont il tourmentait en vain. N'est-ce pas trop facile, trop rebutant de se figurer tout cela? Il est naturel que j'ai décidé d'omettre ici cette description ennuyeuse, calquée exactement sur ce que chacun peut se figurer. Cette période de la vie absolument terne d'un lycéen timide fut pour moi identique à celle de tous les autres. Et j'avais juré fidélité absolue au metteur en scène de mon adolescence. Pendant ce temps, l'attirance qui me portait exclusivement vers des adolescents plus âgés s'était déplacée pour me fixer aussi sur des garçons plus jeunes. Pas de plus naturel, car ceux-ci avaient le même âge commis à l'époque où j'étais amoureux de lui. Cependant, cette évolution était également liée à la qualité même de mes sentiments. Alors que ceux-ci restaient toujours cachés dans le secret de mon cœur, j'avais ajouté à leur composante barbare un élément plus raffiné, quelque chose de l'ordre de l'amour protecteur, de celui qu'on voue à des jeunes garçons, avait commencé de poindre en moi, naturellement à mesure que je grandissais. Hirschfeld, dans sa classification des invertis, fait la distinction entre les androphiles, séduits exclusivement par les hommes adultes, et les ébébophiles, dont la préférence va aux adolescents pubères. Ces deux termes figurent en italique dans le texte original avec l'orthographe suivante. Androphiles, Ephébophilis. Ephébophiles. Je commençais à comprendre ce que sont les éphébophiles. Le terme éphèbe, qui dans la Grèce antique désignait des jeunes citoyens âgés de 18 à 20 ans, tire son origine du nom de la déesse Hébé, fille de Zeus et Héra, et épouse d'Héraclès, élue au rang des immortels. Hébé, qui servait d'échasson aux divinités de l'Olympe, symbolisait la jeunesse. Donc, Iphébi, en alphabet dans le texte original. Pardon. Un beau garçon de 17 ans venait tout juste d'entrer en première année du lycée. Il avait le teint clair, des lèvres douces, des sourcils au tracé parfait. Je connaissais son nom, Yakumo. L'harmonie de ses traits était une véritable bénédiction pour mon cœur. Or, sans qu'il s'en doute, je recevais de lui régulièrement comme un cadeau de volupté, à tour de rôle, pendant une semaine, chacun des chefs de section de la terminale... Attends, je pense que je l'ai mal formulé. À tour de rôle, pendant une semaine, chacun des chefs de section de la terminale était chargé de crier les ordres pendant la gymnastique du matin et l'instruction militaire de l'après-midi, selon le système institué dans les lycées à l'époque. Après une trentaine de minutes de gymnastique telle qu'on la pratiquait dans la marine, de nos munitions d'outils pour aller creuser des abris antiaériens et faucher de l'herbe. À mon tour de commandement revenait toutes les 4 semaines. À l'approche de l'été, même la direction de mon école, si pointilleuse pourtant sur les bonnes manières, avait imposé aux élèves, peut-être pour se plier à l'atmosphère martiale de l'époque, de se mettre torse nu durant ces séances de gymnastique. Pour lui, ça doit être quelque chose. Les choses se déroulaient selon le schéma suivant. Le chef de section, du haut d'une estrade, donnait à tous l'ordre de rassemblement pour le salut du matin, après quoi il criait « Ôtez vos tuniques !» Et quand tout le monde s'était exécuté, il descendait de l'estrade où le professeur de gymnastique prenait sa place. Criait alors « Saluez !» pour qu'on s'incline devant lui, puis courait se mettre au dernier rang, près de ses camarades de terminale, enlevait sa chemise, tandis qu'on commençait les exercices, et son rôle de chef s'arrêtait là, car une fois le cours terminé, c'était le professeur lui-même qui nous criait « Rompez !» L'obligation de lancer des ordres n'était pas loin de me faire frissonner d'effroi. Et pourtant, comme la raideur toute militaire de cet enchaînement d'actions semblait en parfaite adéquation avec mes désirs, j'avais fini l'air de rien par attendre avec impatience la semaine où mon tour viendrait. En effet, grâce au déroulement de ces actions, je pouvais non seulement avoir Yakumo à portée de vue, mais encore et surtout regarder son corps à demi nu, sans craindre qu'il n'aperçoive ma chétive nudité. Yakumo se plaçait en général au premier ou au deuxième rang, juste devant l'estrade. Cette hyacinthe rougissait facilement. Au moment où, au pas de course, le souffle court, il venait s'aligner avec les autres pour le salut du matin, il m'était doux de regarder ses joues. Souvent, en allaitant encore, il défaisait les agrafes de sa tunique d'un geste brusque. Allaitant, c'est quand tu cours, puis t'es... Ça, c'est halter. Je vous apprends des mots... Je pense que c'est pas un mot super utile, mais quand même, ça fait un mot de vocabulaire de plus. Puis, il dégageait violemment de son
pantalon les pans de sa chemise, comme s'il allait les arracher. Moi, debout sur l'estrade, je ne pouvais m'empêcher, tout en m'interdisant de le faire, de lorgner le torse blanc et lisse qu'il dénudait ainsi avec indifférence. C'est pourquoi le jour où l'un de mes amis me lança innocemment « Lorsque tu donnes des ordres, tu gardes toujours les yeux baissés. » Dis, tu es donc trouillard à ce point? J'en eus des sueurs froides. Cependant, une fois de plus, je n'eus jamais l'occasion d'approcher ce corps à demi nu, couleur de rose. Cet été-là, avec tous les lycéens de mon établissement, j'allais passer une semaine d'études à M, dans l'école des mécaniciens de la marine. Un jour, on nous emmena à la piscine pour un cours de natation. Ne sachant pas nager, je prétextais un désordre intestinal afin de pouvoir assister au cours en simple observateur, mais sur l'insistance d'un lieutenant de vaisseau qui voyait dans les bains de soleil la panacée universelle, tous ceux qui n'étaient pas en forme furent obligés de se mettre torse nu. Je m'aperçus que Yakumo faisait partie du lot. Il était allongé, ses bras blancs et musclés croisés sur la poitrine, son torse légèrement hâlé exposé au souffle de la brise, et il ne cessait de mordiller de ses incisives sa lèvre inférieure, comme pour l'asticoter. Les prétendus malades s'étaient tous regroupés à l'ombre des arbres qui entouraient la piscine, et il ne me fut donc pas difficile de me rapprocher de lui. Je pus jauger du regard son tour de taille et contempler son ventre qui respirait tranquillement. Ces vers de Whitman me revinrent alors à l'esprit. Les jeunes gens font la planche, leur ventre blanc bombé au soleil. C'est l'introduction d'un livre qui s'appelle « C'est moi que je célèbre ». Des éditions, sûrement des éditions Feuilles d'herbe. C'est pas un nom d'édition très stylé. Hein. Mais bref. Cependant, une fois de plus, je fus incapable de lui adresser un seul mot, car j'avais honte de mon thorax chétif, de mes bras pâles et malingres. OK, là, il y a une ellipse. Et on se téléporte en septembre 1944. Donc, il y avait 19 ans. Techniquement, mais il est né en 1925. Fait qu'en 45, il y a eu 20 ans. Fait que là, il y avait 19 ans. Un an avant la fin de la guerre, je sortis diplômé de l'établissement où j'avais fait toute ma scolarité depuis ma plus tendre enfance pour entrer dans une certaine université. Je n'avais pas eu mon mot à dire, mon père m'ayant forcé à opter pour les études de droit. Mais étant certain que je ne tarderais pas à être mobilisé et à mourir au combat, tandis que toute ma famille avait le bon goût de périr lors d'un bombardement aérien, ce choix ne me tourmenta guère. Comme cela se passait habituellement à l'époque, un étudiant plus âgé qui partait pour le front au moment où j'entrais à la faculté me prêta son uniforme. Et sur la promesse que je le restituerais à sa famille quand je serais à mon tour mobilisé, je commençais de suivre les cours. J'avais une peur démesurée des attaques aériennes. Mais en même temps, c'est avec une délicieuse sensation d'espoir teinté d'impatience que j'attends la mort. Bro, non, c'est pas nécrophile. Thanatophile? Je sais pas. C'est une passion morbide, ça c'est certain. Je l'ai dit et redit, l'avenir était pour moi un lourd fardeau. La vie, depuis le début, m'avait étranglé de sa notion de devoir. Or, tout en me sachant incapable d'accomplir mes devoirs, je sentais que pour me punir de cette insubordination, la vie me harcelait, me torturait sans cesse. Si seulement je pouvais, grâce à la mort, esquiver de telles attaques, quel soulagement ce serait! J'adhérais instinctivement au dogme de la mort, si répandu en temps de guerre. Si par extraordinaire j'allais connaître une mort glorieuse au champ d'honneur, ce qui ne me seyait pas vraiment à un garçon comme moi, alors j'achèverais mon existence de façon bien ironique et trouverais la matière à sourire à jamais du fond de ma tombe. J'imagine le mec, son squelette, le squelette et un sourire. Happy Skeleton. Ce qui ne m'empêchait pas, aux premiers hurlements des sirènes, de courir plus vite que quiconque me réfugier dans les abris anti-aériens. J'ai entendu une mélodie maladroite jouer au piano. Je me trouvais chez un ami, cadet à l'école de formation des sous-officiers, qui devait bientôt être enrôlé. Il s'appelait Kusano. Et je faisais grand cas de notre relation, car c'était le seul de mes camarades avec qui, dès le lycée, j'avais pu discuter, ne serait-ce que de loin en loin, de sujets un peu élevés. Je ne suis pas du genre à vouloir me faire des amis, mais je trouve cruel ce quelque chose en moi qui me contraint, au risque de blesser cette amitié exceptionnelle, à relater ce qui va suivre. Tu trouves qu'elle est bien jouée, cette mélodie? J'ai l'impression que ça accroche un peu de temps en temps.
C'est ma sœur cadette. Son professeur vient de partir et elle retravaille son morceau. Nous avions interrompu notre conversation pour écouter plus attentivement. Comme son départ pour l'armée était toute proche, ce qui résonnait à l'oreille de Kusano, c'était sans doute au-delà de la mélodie jouée par la pièce voisine, la beauté des choses quotidiennes dont il allait bientôt devoir se séparer, cette sorte de beauté irritante, car inaboutie. Dans ces sonorités de piano, il y avait aussi quelque chose de réconfortant. L'ensemble donnait l'impression de petits gâteaux mal cuits que l'on confectionnait, que l'on confectionnerait tout en gardant un carnet de recettes. Et je ne puis m'empêcher de demander « Elle a quel âge ?» 17 ans. Celle de mes sœurs qui vient juste après moi. À mesure que j'écoutais ces notes, j'y décernais plus clairement le jeu d'une jeune fille de 17 ans, portée à la rêverie, encore inconsciente de sa beauté, en gardant au bout de ses doigts des restes d'enfance. J'aurais souhaité que ces exercices se poursuivent indéfiniment. Mon vœu allait être exaucé. Au fond de mon cœur, ces notes de piano depuis 5 ans n'ont jamais cessé de résonner. Combien de fois ai-je cru qu'il s'agissait d'une illusion? Combien de fois ma raison a-t-elle tourné cette illusion en ridicule? Combien de fois ma faiblesse s'est-elle moquée de cette façon de me duper moi-même? Il n'en demeure pas moins que le son de ce piano allait bientôt exercer son pouvoir sur moi, et, à supposer que l'on puisse dépouiller ce terme de toute connotation sarcastique, se confondre avec ma destinée. J'avais gardé en mémoire l'impression vive et étrange que m'avait produite quelque temps auparavant ce mot de destinée. Après la cérémonie de remise de diplôme qui marquait la fin de mes études au lycée, le directeur de l'école, un vieil ami, avec qui je me rendais en voiture au palais impérial pour une visite de remerciement, un homme morose aux yeux chassieux, avait critiqué ma résolution de me faire enrôler comme simple soldat sans poser ma candidature à l'école de formation des sous-officiers, en insistant sur le fait qu'avec une santé comme la mienne, il me serait impossible de supporter la vie d'homme de troupe. Pourtant, j'y suis bien décidé. Vous dites cela parce que vous ignorez de quoi je parle. De toute manière, la date limite de dépôt des candidatures est dépassée. Alors à présent, il n'y a plus rien à faire. Cela aussi, c'est votre destinée. Destinée. Bref. Il avait prononcé ce mot en anglais, avec l'accent défectueux d'autrefois. Plaît-il? Lui disais-je. La destinée, voyons. Ça aussi, c'est votre destinée. De l'air indifférent, matiné de pudeur particulier aux hommes âgés, soucieux de ne pas être pris pour de vieilles radoteuses, il répéta ces phrases sur un ton monotone.